Bonjour tout le monde. Bon matin. Merci Anthony. Présentation très énergique ce matin qui met la table pour ce qui s'en vient. Donc, moi, je suis psychologue. J'habite la région d'Edmundston au Nouveau-Brunswick. Je fais des conférences depuis environ 12-13 ans. Puis, je suis avec vous ce matin, très heureux d'être là. Question de, à la fois, apporter certaines stratégies pour notre mieux-être, mais aussi pour booster notre niveau d'énergie. Donc, comme je viens de mentionner, je suis psychologue. On dit que les psychologues aiment bien les tests. Donc, moi, quand je débute mes conférences, je débute toujours avec des petits tests pour voir un peu qui est mon audience. Alors, j'ai toujours deux choix. Un test de personnalité ou un test d'intelligence. Mais j'ai tellement une belle foule ici aujourd'hui que j'ai décidé de faire les deux. Donc, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc, tout le monde, on va débuter, on va ouvrir nos mains comme ça. Donc, dans un mouvement rapide, faites attention à vos voisins, hein? Dans un mouvement rapide, on referme nos mains comme ça. OK, restez comme ça. Donc, il y a une étude au niveau de la personnalité en psychologie qui dit, puis je vous dis, c'est une étude hautement scientifique, qui dit que les gens qui ont mis le pouce gauche par-dessus le pouce droit sont dotés d'une intelligence supérieure. Eh oui! Mais, il y a aussi une autre étude, extrêmement scientifique, même plus, qui dit que les gens qui ont mis le pouce droit par-dessus le pouce gauche, donc l'inverse, le pouce gauche par-dessus le pouce droit. Le pouce droit par-dessus le pouce gauche, parfait. Donc, cette étude-là dit que les gens qui ont mis le pouce droit par-dessus le pouce gauche sont extrêmement sexy. Alors là, on sait qui sont nos gens dans la salle. Donc, en levant la main, qui sont nos intelligents? En levant la main, OK. Et maintenant, qui sont nos sexy? Donc, Anthony fait partie de nos sexy. Parfait. Malheureusement, on ne peut pas avoir les deux. C'est soit un ou l'autre. Dans de très rares cas, ça peut arriver qu'il y a quelqu'un qui a mis ses pouces comme ça. On en a-tu dans la salle? Pouvez-vous lever la main? Oh, un monsieur, une madame, vous êtes des rares cas à la fois très intelligents et très sexy. Donc, on va vous utiliser aujourd'hui dans cette présentation-là. Maintenant, comme je crois aux deuxièmes chances, on va faire notre test d'intelligence. Donc, les intelligents, vous autres, vous pouvez prendre une pause. Vous n'avez pas besoin de le faire, on sait que vous êtes intelligents. Les sexy, je vous donne une deuxième chance. Alors, vous allez voir, c'est pas super compliqué. On a un autobus et un chauffeur. Il y a 4 personnes qui montent dans l'autobus. Combien y a-t-il de personnes dans l'autobus? 5! Hey, ça commence fort. Ça commence fort. Mais ça continue. OK? L'autobus part, il arrête. Il y a 5 autres personnes qui montent dans l'autobus. L'autobus part, il arrête. Il y a 10 personnes qui montent, mais 5 qui descendent. L'autobus part, il arrête. Il y a 10 personnes qui montent. Encore une fois, il y en a 5 qui descendent. Vous me suivez jusque-là? L'autobus part, il arrête. Il y en a 10 autres qui montent. Utilisez pas vos téléphones, là. L'autobus part, il arrête. Il y a 5 autres personnes qui descendent. On y arrive. L'autobus part, il arrête. Il y a encore 10 personnes qui descendent. Je commence à avoir des grimaces. L'autobus part, il arrête.
Il y a 5 personnes qui montent. L'avant-dernier stop, l'autobus part, il arrête. Il y a 10 autres personnes qui montent et finalement, l'autobus part, il arrête. Il y a 20 personnes qui descendent, mais il y a 10 personnes qui montent. Et maintenant, la question qui tue. L'autobus s'est arrêté combien de fois? Pour réussir dans la vie, que ce soit dans notre vie personnelle ou au travail, pour réussir, c'est vraiment important de mettre notre focus à la bonne place. Lorsqu'on met notre énergie ou notre focus à la mauvaise place, c'est vraiment difficile d'obtenir les résultats qu'on souhaite obtenir. OK? Donc, on va y revenir à l'importance du focus à la fin de cette présentation ici. Donc, est-ce qu'on est prêt? Je pense qu'Anthony serait bon pour motiver la salle, mais est-ce qu'on est prêt à aller de l'avant avec une conférence pour booster notre énergie? On est-tu prêt? All right, OK. Donc, 3, 2, 1, c'est parti. Donc, aujourd'hui, 6 stratégies pour se booster ensemble. Donc, pour se booster soi-même, mais aussi pour aider à booster nos TEE et nos Swiss quand on va retourner dans nos milieux de travail. Donc, voici les différentes choses qu'on va voir ensemble. Donc, on va parler de stress. Donc, gérer le stress avant que le stress nous gère. On va réfléchir un peu à la fatigue de compassion. Donc, comment aider sans s'épuiser. On va renforcer le muscle de la résilience. Donc, comment favoriser la résilience chez nos TEE et nos Swiss. On va regarder comment devenir un leader bienveillant. Donc, on va parler de leadership. On va parler d'attitude, sur l'importance d'être positif pour notre santé psychologique, pour notre mieux-être. Puis, on va parler de focus. Donc, comme mentionné, on va terminer cette présentation-là avec le focus. Donc, je vous ai préparé un petit document. Donc, les premières pages, c'est vraiment juste une prise de notes, un peu en fonction de chaque stratégie, chaque section. Puis, à la deuxième partie du document, on a une boîte à outils. Donc, j'aimerais ça que vous puissiez partir aujourd'hui avec des outils concrets qui sont applicables dans votre milieu de travail. Donc, pour chacune des sections, il y a des outils que moi, je vous ai placés dans la boîte à outils. Mais j'aimerais aujourd'hui qu'en discutant, puis en réfléchissant ensemble, qu'on arrive à d'autres stratégies. Puis disons, certaines régions donnent des stratégies qui peuvent aider à d'autres régions, puis ce partage-là peut être très enrichissant. Donc, c'est un peu la façon qu'on va fonctionner aujourd'hui. Donc, si on commence avec gérer le stress avant que le stress nous gère. Donc, la première chose que j'aimerais faire, c'est de regarder, disons, quels sont les stresseurs majeurs que nos Swiss et TEE vont vivre dans leur milieu de travail. Donc, juste prendre un petit 2 minutes, OK? Puis de réfléchir à c'est quoi les différents stress. Donc, ce qu'on va faire, je vais demander à une personne avec le micro de circuler, puis j'aimerais ça qu'on mentionne. C'est quoi les stress qu'on rencontre? C'est quoi les stress qui font partie de notre quotidien? C'est quoi les défis qui se présentent à nous pour les travailleurs Swiss et TEE? Donc, on peut y aller. J'aimerais entendre des gens qui nous racontent un petit peu c'est quoi cette réalité-là que vous êtes confrontés à. Donc, en levant la main, il y a des gens, le micro pourra se rendre à vous. Hello, good morning. So the first and biggest thing is expectations. What people or clients expect from you to give them, you know, in like services shape. So yeah, this is one of the biggest ones. And if you can't meet their needs, it's stressful. Donc, on a une pression continue de répondre à certaines attentes. Donc, ça peut être difficile, là, psychologiquement, de toujours être dans ce mode-là. Y a-t-il d'autres stresseurs là, qu'on rencontre fréquemment? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. On rencontre des familles
qui viennent des différents coins du monde, de la Terre, et ils nous racontent leur histoire. Et des histoires qui sont des fois pas plaisantes, et on essaye d'absorber tout ça, et ça crée une situation de stress auprès de notre... Super. Merci. Donc, on est exposé à de l'information qui n'est pas toujours facile à gérer. Donc, c'est quand même un super de bon point. Ça peut avoir un effet d'usure, on va en parler au niveau de la fatigue de compassion. Peut-être 2, 3 autres personnes juste pour mettre la table sur la gestion du stress. Good morning, everyone. It's when we have newcomers which doesn't speak the language, and then we help them to communicate with other services, and then things delay because of the language barrier, and then they come back to us all the time. So this also creates stress for us to actually address their need. Donc, non seulement le défi d'accompagner, d'orienter, mais aussi il y a cette barrière-là qui se présente, qui demande beaucoup de résilience. Hein? C'est en continu de trouver des façons de trouver des solutions. Donc, c'est pas tout simplement facile. Parfait. Donc, peut-être une dernière. Good morning. Good morning. Multitasking between different cultures. We meet clients with different culture every day, so that's a challenge. Super. Donc, le multitasking. Donc, écoutez, je suis certain qu'on pourrait en parler encore quand même un bon moment, mais on va juste enchaîner avec la présentation. Donc, si on départ de la maison de cette façon-là, mais qu'on arrive à la maison de l'autre façon, des fois c'est un peu ça, hein, on a des journées de travail qui peuvent être épuisantes. Donc, ça, c'est beaucoup en lien avec le travail. Mais qu'est-ce qui arrive si, tu sais, les travailleurs, c'est des individus, c'est pas seulement des travailleurs. Donc, à l'extérieur du travail, il y a peut-être d'autres stresseurs. Donc, on peut avoir des problèmes relationnels, disons, dans notre couple. Donc, on vient de vivre une séparation. Donc, ça se rajoute sur notre niveau de stress. Ou on a des conflits relationnels au niveau de notre famille, par exemple. Ou on a des problèmes de santé. Donc là, je me préoccupe de ma santé continuellement. Ça se rajoute sur le niveau de stress qu'on vit. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en considération avec les gens avec lesquels on travaille, qu'il peut y avoir des stresseurs au travail, qu'on a jasé, mais il y a beaucoup peut-être d'autres stresseurs aussi qui peuvent se présenter. Donc, qu'est-ce qui arrive si je pars de la maison comme ça, parce que j'ai des stresseurs dans ma vie personnelle, puis là, j'arrive au travail comme ça, puis là, je pars du travail comme ça. Puis là, c'est une roue qui tourne. C'est là qu'on rencontre un peu l'épuisement, c'est-à-dire qu'on vide nos batteries. S'il y a beaucoup de stresseurs dans notre vie personnelle, beaucoup de stresseurs dans notre vie au travail, on peut être résilient, mais à un moment donné, nos batteries viennent à se décharger. Donc, je vous donne un autre défi. On a testé votre intelligence. Maintenant, on va tester votre intelligence émotionnelle. OK? Donc, j'ai 2 tâches pour vous. OK? Donc, être capable de reconnaître c'est quoi l'émotion qu'on voit dans l'image. Donc, identifier l'émotion. Donc, les gens qui ont une intelligence émotionnelle élevée, c'est assez facile. Puis, de regarder dans les 4 images que je vais vous présenter, où se situent vos employés, ou les personnes avec lesquelles vous travaillez, de voir quelle image les représente le mieux. Donc, 2 petits défis pour vous. Donc, la première image. Qu'est-ce qui serait l'émotion? Puis là, on n'a pas vraiment besoin du micro, juste le dire à voix haute, je vais le répéter. Qu'est-ce qui serait l'émotion qui pourrait se situer là, dans cette image-là? Comment? OK, frustration, peut-être. OK? Je suis frustré. C'est quoi la frustration, si on prend 30 secondes juste pour en discuter? La frustration, c'est quand je veux obtenir quelque chose, puis il y a quelque chose qui m'empêche de l'obtenir. C'est là que la frustration apparaît. Donc, c'est un peu ça, je veux déplacer, mais je ne suis pas capable. Tu d'autres émotions? L'impuissance. Donc, moi, ce qui me parle beaucoup dans cette image-là, c'est un peu l'impuissance de dire, le défi est vraiment grand, je travaille vraiment fort, mais c'est comme si j'y arrive pas. Donc, ça se peut qu'on se sente un peu comme ça parfois,
de dire, bien, le défi, ce travail-là, de coordination, etc., c'est quand même un travail qui est très exigeant. Puis, j'arrive pas à fournir, disons. Donc, le deuxième, qu'est-ce qui pourrait être l'émotion? Overwhelm. Hein, je suis dépassé. Soit qu'il y a trop de tâches, trop de choses à faire, soit qu'il y a trop de changements, ou soit qu'il y a trop de nouveaux arrivements dans une période donnée. Donc, ça se peut qu'on se sente un peu comme ça. Qu'est-ce qui serait l'émotion de cette petite fille-là? Dégoûtée. Impuissance, je suis coincé dans mon siège, je dois accepter une réalité qui n'est pas toujours facile. Puis des fois, c'est ça, hein, on est dans un système, il y a des règles, il y a une structure, il y a des choses, puis des fois, on doit accepter un mode de fonctionnement ou une réalité qui ne fait pas toujours notre affaire. OK? Puis le dernier, qu'est-ce qui serait l'émotion? Comment? La panique, OK? OK? Épuisé. Résigné. Un petit peu, hein, de dire, des fois, on est en mode survie, on s'accroche juste. Puis, on suit la route, puis on dit, OK, il faut juste s'accrocher, puis à un moment donné, on va peut-être finir par arriver. Mais des fois, on peut se sentir un peu en mode survie. Donc, posez-vous juste la question, mon groupe de travail, où on se situe le plus dans ces images-là? Donc là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? OK? On a parlé qu'on vivait du stress. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on réussit à prendre un peu le contrôle de notre stress? Moi, je vous explique ça. Je vais vous dire ce qu'on va faire. Je vais vous conceptualiser un peu le stress. Fait que première étape, mieux comprendre. Deuxième étape, regarder les stratégies. OK? Donc, moi, j'utilise beaucoup des analogies. Puis le stress, je compare ça un peu à une tasse de café. OK? Donc, on est un peu tous comme une tasse de café. OK? Donc, on a des petites tasses, puis on a des grandes tasses. OK? Donc, vous connaissez peut-être des gens au travail que c'est des petites tasses. OK? Il n'y a pas beaucoup de place à mettre du stress. Ça ne prend pas grand-chose. OK? Par chez nous, des fois, on les appelle des paquets de nerfs. Je ne sais pas si c'est dans le jargon de par chez nous, mais c'est juste de dire qu'ils sont nerveux. Hein? Ça ne prend pas grand-chose, ils sont stressés. Okay? Il y a des gens, à l'inverse, c'est des grosses tasses. Ils ne sont jamais stressés, ils peuvent prendre le stress, rien ne les dérange. Okay? Mais êtes-vous d'accord que peu importe la grosseur de la tasse, si je la vide jamais, elle va finir par se remplir? Êtes-vous d'accord avec ça? Okay. Donc, le travail numéro 1, c'est de vider notre tasse. Plus il en rentre, plus il faut que je la vide. Okay? Donc, on peut débuter en se posant la question, qu'est-ce qu'on doit faire comme travailleur pour vider notre tasse? Okay? Puis je peux peut-être demander encore de circuler ou juste de dire à voix haute, c'est quoi les différentes choses qu'on peut faire là, pour venir vider notre tasse régulièrement? Il ne faut pas laisser ça se remplir. Pouvez-vous me dire des choses? OK, écrire, extérioriser. Il y a quelqu'un qui a dit rant, OK? Communiquer ou verbaliser, c'est bien. Moi, rant, là, ma mère, elle me disait, tu as le droit à 5 minutes par jour. Après ça, c'est fini pour le reste de la journée, ça va au lendemain. OK? Donc, si on a besoin de ventiler, c'est correct. Après 5 minutes, ça va l'autre journée. Okay? Parce que la négativité, ça tire du jus aussi. OK? C'est d'autres choses qu'on peut faire pour vider notre tasse. Courir, aller marcher, faire de l'activité physique. Respirer, oui, c'est quelque chose de simple, mais qui calme notre système nerveux. Dormir. Hein, comment des gens ont de la difficulté ou prennent des médicaments pour aider à dormir. Donc, c'est toutes des choses que si on fait attention, on a une bonne hygiène de sommeil,
ça vide notre tasse. Puis il y a plein d'autres choses qu'on peut faire aussi, mais c'est juste de prendre le concept. OK? Mais qu'est-ce qui arrive si, même si je vide ma tasse, parce qu'il y a des gens qui viennent dans mon bureau et qui disent « Claude, je fais tout ça. Je fais de la lecture avant de me coucher, je dors bien, je fais de l'activité physique, je m'alimente bien, je fais tout ça, mais ma tasse est pleine pareil. » Mais là, je vous présente le deuxième concept. C'est qu'il y a deux champlures. Une champlure d'eau froide puis une champlure d'eau chaude. Okay? La champlure d'eau froide, ça, c'est le stress quotidien qui se présente à nous sans qu'on ait vraiment de contrôle. Donc, les tâches au travail, les imprévus, il arrive un drame à l'école, peu importe. C'est des choses qui vont se présenter à nous qu'on n'a pas demandé pour. Si ma tasse est déjà pleine, puis il arrive un imprévu, c'est sûr que ça déborde. Mais si je garde ma tasse toujours à moitié, je la garde toujours à moitié, il arrive un imprévu parfait. On va l'adresser, on va bien le gérer. Okay? Donc ça, c'est l'eau froide. L'eau chaude, c'est notre hamster. Okay? Donc, à toutes les fois qu'on a des pensées négatives, à toutes les fois qu'on a peur, peur de ce que les gens vont dire, peur de ne pas réussir, peur de manquer de temps, peur de ne pas... À toutes les fois qu'on a peur, on remplit notre tasse. Donc, qu'est-ce qui arrive si je vide ma tasse, mais le hamster tourne beaucoup? J'arrive pas à fournir. OK? Donc, ce qui est important, je vous dis, il y a deux choses. Vider notre tasse. 1, 2, fermer la champlure. Donc, il faut apprendre à gérer ce hamster-là. C'est un peu ça mon travail comme psychologue, d'aider les gens, justement, à mieux gérer toutes ces pensées négatives-là qui viennent apporter du stress. Deuxième exemple, ou analogie. Deuxième analogie, c'est un élastique. Donc, on est un peu tous comme un élastique. On a la capacité d'être étiré. Donc, parfois, on peut avoir 2, 3 grosses semaines de travail. Les organisateurs ici, là, de l'événement, ils ont peut-être étiré leur élastique un peu, hein? Dans les semaines préparatoires, pendant les journées ici, c'est d'étirer l'élastique. Mais ça, on est capable de le faire. Notre corps est capable de prendre le stress. Okay? Mais qu'est-ce qui arrive si j'étire, puis il se rajoute d'autres choses, puis j'étire encore? À la longue, soit que je vais venir vraiment fatigué, ou soit que l'élastique va lâcher. Donc, c'est correct d'étirer l'élastique, il faut absolument le relâcher à un moment donné. Donc, de prendre une pause, de récupérer, que ce soit la fin de semaine, que ce soit prendre des vacances, mais il faut absolument trouver des moments où on relâche l'élastique. Y a-t-il des gens en levant la main qui allent au gym, qui font de la musculation, en levant la main? 1, 2, 3, quelques personnes. Quand on veut faire renforcer notre muscle, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait 5 journées complètes de 8 heures? Ou on va au gym, on fatigue notre muscle, on le laisse se reposer 1 journée ou 2, ça lui donne la chance de se rétablir, puis ensuite on retourne, puis on lui donne de nouveau des défis. Okay? Donc, pour le corps humain, c'est la même chose, pour le psychologique. C'est correct d'avoir des défis, mais il faut relâcher aussi. Donc, en termes plus scientifiques, là, on parle de le syndrome général d'adaptation. Donc, on est capable de s'adapter. Donc, il nous arrive un défi, notre corps se mobilise. Puis, on est capable de se mobiliser pour un certain temps. Mais le cortisol et l'adrénaline, c'est fait pour rentrer dans le système et sortir du système, pas pour rester là des semaines et des mois et des années. Okay? Donc, qu'est-ce qui arrive si on affronte le défi et on n'arrive pas à le surmonter? Bien, on devient un peu en mode résistance ou en détresse. Puis à la longue, si on ne corrige pas le tir, on finit par s'épuiser. On parle de burn-out, on parle d'épuisement professionnel. Donc, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'à notre table, pour les prochains 3 minutes, disons, j'aimerais ça qu'on réfléchisse à des stratégies gagnantes. Peut-être des choses que vous faites déjà au travail, les meilleures pratiques. Peut-être des choses que vous dites, on ne le fait pas, mais ça, on devrait peut-être le faire. Donc, qu'est-ce qui est possible, disons, au travail,
qu'on pourrait faire qui favoriserait une meilleure gestion de notre stress. Okay? Fait que juste un petit 2-3 minutes, on le fait en petit groupe, après ça, on va rapporter peut-être 3-4 exemples là, au micro. Okay? Donc, je mets mon timer, 3 minutes, on discute en petit groupe, puis on ramène ça en grand groupe par la suite. Donc, quelles sont les stratégies gagnantes ou qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux gérer le stress? Les gens à la maison, je vous demande de faire un peu la même chose, d'identifier quelques stratégies que vous pensez qu'on devrait peut-être implanter. OK, on va revenir en grand groupe. Donc, nos intelligents sexy, je suis certain que vous avez des super idées de comment mieux gérer notre stress au travail. Donc, est-ce qu'il y en a en levant la main qui veulent partager peut-être une stratégie
ou quelque chose qui est applicable. Puis ce que je vous demanderais, dans le fond, c'est de venir noter. Si vous avez des stratégies que vous trouvez intéressantes, de venir noter dans votre petite boîte à outils. Parfait. Donc, tout le monde en écoute. Hello? Hi. Okay. My name is Stephanie. So we talked about the idea of sharing information with our team, like what happened, but also having a dedicated time to do that. You know, not like in the hallway, but every third Friday we all make time to go together, you know, and have those discussions. And then we also talked about having the processes defined of, you know, what happens when we do this and what are we supposed to do now, and having those things very, very defined so that you can manage those crisis situations. Super idée. Super idée de prendre le temps, et deux, de se regrouper ensemble pour discuter ou partager ou échanger la force de l'équipe. C'est différent de se sentir seul et de porter nos inquiétudes, etc. Donc, une super équipe pour favoriser une meilleure gestion de stress. Avoir un temps de rencontre. Y a-t-il d'autres suggestions ou idées ou stratégies gagnantes? Pardon, je me pose la question de est-ce que je risque quelque chose de grave? Et puis, est-ce que je peux agir sur cette situation ou pas? Et Okay. En général, ça me permet de pas souvent stresser ou pas beaucoup. OK. Donc, une stratégie, c'est est-ce que c'est dans mon contrôle? Donc, le lâcher prise, parfois, c'est de dire est-ce que ça m'appartient? Est-ce que j'ai un contrôle sur la situation? Est-ce que je peux faire quelque chose? Ou non? Il faut que j'ai un certain lâcher prise. Donc, oui, ça vient justement aider. Donc, se poser les questions peut être positif. Alors, peut-être 2-3 autres stratégies ou idées, puis je vous présenterai celles que j'ai mises au document. Y a-t-il d'autres gens qui ont d'autres stratégies ou idées pour favoriser une meilleure gestion de stress? Concrètement, dans les milieux de travail, on a quelqu'un juste ici. Oui, bonjour. Sur des tâches complexes, on peut scinder les tâches en sous-tâches pour réduire la charge de stress. Puis il y a certaines tâches qui peuvent être repoussées, le temps de trouver une stratégie propre à soi pour pouvoir la mettre en œuvre dans des conditions un peu plus optimales. Donc, prioriser, puis aussi déléguer. C'est un peu les deux choses qu'on a mentionnées. Donc, les rencontres, si on fait des rencontres, ça peut permettre justement cette discussion-là, de dire, OK, ça, on peut repousser à plus tard, ou ça, je vais m'en occuper, moi, j'ai un peu plus la possibilité de te donner un coup de main avec ça, ou peu importe. Donc, vraiment, bonne idée. Peut-être une dernière. OK, on a quelqu'un ici. Dernière, puis on va pouvoir avancer avec la suite de la conférence. Thank you. Someone else at our group suggested that making sure your work environment is bright colored or positive with pictures of your family, just trying to make sure that your space gives you good energy, I guess. Super. Donc, ça, c'est quelque chose que souvent on a un petit peu de contrôle dessus, d'embellir ou d'apporter une certaine énergie dans notre environnement de travail. Moi, dans la boîte à outils, ce que j'ai marqué dans le fond, ça rejoint un petit peu ce qu'on a jasé, mais de dire, c'est la règle des 3 priorités protégées. Donc, c'est un peu de prioriser. Fait que de dire, dans une petite réunion, là, c'est quoi les 3 priorités essentielles? Donc, juste de prendre le temps de s'arrêter et de dire, OK, où on met notre focus, ou qu'est-ce qui est plus prioritaire, ou où on met notre énergie dans tout ce chaos-là des fois. OK? Qu'est-ce qui nous surcharge? Donc, c'est quoi les choses qui nous surchargent présentement? Puis on est-tu capable de trouver des solutions pour diminuer cette surcharge-là? Puis, est-ce qu'on peut volontairement reporter certaines choses? Donc, au lieu d'essayer de tout faire, de dire, il y a des choses qui sont moins prioritaires, on va les reporter à plus tard. Donc, ça va nous permettre d'utiliser notre temps plus efficacement sur des choses qui sont plus prioritaires. Donc, cette discussion-là en groupe peut souvent aider justement à diminuer la surcharge chronique parce qu'on repriorise, puis on se sent pas... c'est une décision d'équipe, dans le fond, fait qu'on se sent pas toute seule avec ça. Donc, maintenant,
aider sans s'épuiser. Donc, il y a un monsieur tantôt là, qui a mentionné qu'on est exposé à de l'information que parfois, c'est vraiment pas évident. Okay? Les histoires personnelles, les défis que ces gens-là rencontrent. Donc, on va parler de fatigue de compassion. Donc, c'est quoi la fatigue de compassion? C'est d'être exposé de façon répétée à la souffrance d'autrui. Donc, lorsqu'on est exposé de façon répétée, une fois, c'est correct. 2 fois, c'est correct. Mais si on est exposé régulièrement à cette souffrance-là, ça peut venir, on dit l'usure émotionnelle. Donc, ça vient user. Puis la fatigue de compassion, c'est apparu justement, les premières personnes qui ont commencé à parler de fatigue de compassion, c'était les enseignants dans les milieux scolaires, puis les infirmiers et infirmières. Donc, c'était les 2 professions là, qu'on a commencé à parler de fatigue de compassion. Donc, c'est quoi les caractéristiques dans notre travail qui fait qu'on peut développer peut-être de la fatigue de compassion? Bien, on l'a mentionné. On est exposé à des histoires, à une détresse, qu'on aimerait donc que ça soit différent, ou on aimerait donc les aider davantage, mais on a certaines limites. Puis, c'est là que des fois, ça peut devenir difficile. On peut avoir un conflit intérieur entre « faut que je fasse quelque chose », puis « je peux peut-être pas faire quelque chose ». On a aussi les caractéristiques liées aux travailleurs, donc reliées à la personne. Donc, quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, il est plus à risque. Quelqu'un qui est hypersensible est plus à risque. Quelqu'un qui veut tellement aider, qui donne, puis qui s'oublie, est plus à risque. Quelqu'un qui prend les problèmes des autres sur ses épaules, c'est comme si ça devenait son problème à lui, est plus à risque. Quelqu'un qui est très exigeant vers lui-même, est plus à risque. Ou quelqu'un qui a lui-même eu un passé très difficile. Donc, on va parler de résonance. Donc, parce que moi, j'ai vécu ça, c'est très difficile d'entendre quelqu'un qui l'a vécu ou quelqu'un qui vit des choses semblables. Puis là, on veut faire une différence. Au niveau, c'est quoi les bouleversements? Bien, au niveau émotionnel, on va commencer à être fatigué. On va même commencer à avoir moins d'empathie. On va moins carer parce que là, on est comme dépassé. On va commencer à avoir des problèmes peut-être plus rebelles. On va se rebeller contre le système. Bien là, c'est pas correct, puis il faut absolument faire quelque chose, puis on va devenir des fois plus irritable. Donc, c'est tous des petits symptômes émotionnels qu'on va voir. Au niveau cognitif, bien là, plus de difficultés à se concentration, on va douter de soi-même. On va des fois même avoir, notre jugement peut devenir un peu affecté, prendre des décisions qu'on n'aurait peut-être pas prises auparavant. Puis au niveau physique, bien, c'est beaucoup la fatigue, l'insomnie. On peut avoir des douleurs d'estomac, des mal de tête, des choses comme ça. Donc, je vous demanderais de prendre peut-être un petit 15 secondes, là, puis juste essayer d'identifier les gens avec qui vous travaillez. Donc, les gens qui sont sous votre charge, disons. Si vous êtes des gestionnaires, là, qui sont les gens sous votre charge? Puis peut-être d'avoir quelques noms dans votre tête, là, de les voir visuellement dans votre tête. On a tous une santé mentale, on a toute une santé psychologique, puis on se situe tous sur un continuum. Okay? Donc, on passe en crise, où vraiment là, l'anxiété est forte, on est épuisé, etc., à j'excelle dans mon travail, je suis pleine d'énergie, ça va super bien, je suis performant. Okay? Donc, on est tous sur un continuum. Donc, vous pouvez vous poser la question, moi, je suis où? Quelle couleur me représente? Mais c'est aussi de penser à vos employés ou aux gens qui sont sous votre charge, puis de dire, sont où? Sont où les gens avec qui je travaille? Puis comme leader, est-ce qu'il y a des choses que moi, je peux faire pour essayer de les apporter plus près du verre? OK? Donc, c'est juste une petite prise de conscience de votre rôle par rapport à votre propre santé, mais votre rôle aussi par rapport à la santé de votre équipe. Puis c'est ça, on veut toujours être plus proche du verre. Donc,
qu'est-ce qui sont les processus de la fatigue de compassion? Fait que le premier, c'est l'empathie versus la sympathie. OK? Deux mots qui peuvent se ressembler. L'empathie, c'est quoi? C'est la capacité de comprendre ce que vit l'autre, la capacité de ressentir ce que vit l'autre, mais en étant conscient que l'émotion appartient à l'autre et ne m'appartient pas. Donc, il y a une distance émotive entre ce que l'autre vit, puis ma capacité de comprendre ou de ressentir certaines émotions. La sympathie, c'est je vis la peine avec toi, ou je vis la souffrance avec toi, ou je vis la même chose que toi, parce que tu me l'expliques. Donc là, c'est comme si on n'avait pas cette distance-là où la personne a ses propres défis, a sa propre vie, a ses propres émotions, puis moi, j'ai mon chemin, je peux l'influencer, je peux l'aider, mais chacun, on a notre route. Fait qu'il y a des choses qui m'appartiennent, des choses qui ne m'appartiennent pas. Donc, d'être capable de faire cette différence-là. Bon, le code. Si ce n'est pas clair, si mon code n'est pas clair de sont où mes limites, bien souvent, là, on va dépasser nos limites. On va faire des choses que peut-être ce n'est pas dans notre rôle. Puis à ce moment-là, bien là, on s'expose de plus en plus à une fatigue. Donc, d'avoir un code qui est assez clair, c'est un facteur de prévention. Mon rôle, on l'a mentionné tantôt dans les stresseurs. Si mon rôle n'est pas clair, puis je suis un peu un homme à tout faire, puis je suis un peu partout, puis je fais tous les rôles, donc je suis psychologue, je suis infirmier, je suis traducteur, je suis un peu tout ça, bien, à un moment donné, ça devient épuisant. Puis, mauvaise application des autosoins. Donc, c'est-à-dire, j'ai un travail qui est très exigeant, mais je ne fais rien pour vider ma tasse. Donc, je ne prends pas soin de moi-même. Donc là, à la longue, ben, il y a une usure qui s'installe. Connaissance de soi, plus on se connaît, mieux on peut gérer nos émotions ou notre réalité. Est-ce qu'il y en a des fois qui prennent le rôle de sauveur? Donc, vous avez peut-être déjà vu des gens là, qui deviennent un peu là, ce Superman ou Superwoman-là, puis on sort un petit peu de notre rôle. Puis le réseau de soutien, c'est une chose qui est qui peut favoriser beaucoup quand on a un bon réseau de soutien versus quand on n'a pas personne à qui parler ou on n'a pas personne qui nous supporte. Ça fait aussi une différence dans la fatigue de compassion. Okay? Donc, j'aimerais juste qu'on jase ensemble, juste rapidement, on ne passera pas beaucoup de temps là-dessus, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour favoriser ou éviter l'épuisement? Donc, on a quand même dit quelques outils là, ou quelque chose. Y a-t-il des gens qui peuvent peut-être dire une ou deux choses qui est applicable dans votre milieu de travail concrètement puis qui pourrait aider à éviter que nos travailleurs tombent dans cette fatigue de compassion-là? Y a-t-il quelqu'un qui a des idées? Sinon, je vous en présenterai 2, 3. L'éducation. Donc là, je vous parle de fatigue de compassion, mais si vos propres employés ou vos propres travailleurs sont éduqués puis comprennent c'est quoi la fatigue de compassion, comprennent comment l'éviter, comprennent les limites, ça peut peut-être être aidant. Donc, il y a des formations complètes qui peuvent s'offrir là, sur cette problématique-là. Dans votre boîte à outils, je vous ai mis un petit exercice où c'est, dans le fond, d'identifier le cadre. Donc, on fait une boîte, puis à l'intérieur de la boîte, c'est mon mandat, mon rôle. Donc, on va inscrire à l'intérieur de cette boîte-là, visuellement, c'est quoi les choses qui font partie de ma description de tâche, c'est quoi les choses qui sont dans mon rôle. OK? On a une petite zone grise. Donc là, on peut marquer des choses que parfois, ils tombent dans la zone grise. Donc, tu sais, qu'est-ce qui tombe dans la zone grise? Puis après ça, on a l'extérieur de la boîte. Fait que là, ça, c'est clairement des choses qui ne font pas partie de mon rôle. C'est clairement des choses que j'essaie d'éviter de prendre sur ma charge. Donc, en ayant visuellement ce petit tableau-là, on est capable de vraiment mieux définir le code, puis d'avoir dans une image un peu là. Donc ça, c'est de quoi qu'on peut faire en équipe. Disons, si on a une réunion d'équipe, on peut dire, OK, on va juste mapper nos rôles, notre code. Donc, c'est quelque chose qui
est assez simple qu'on peut faire. Si on parle de résilience, la meilleure façon d'expliquer la résilience, c'est avec une petite vidéo. OK? Donc, on voit ici un petit ours qui a un défi majeur, monter cette montagne-là qui demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Puis peut-être que vous êtes la maman ours en haut, là, qui est le leader, qui encourage. Puis, la réalité, c'est que même si on travaille fort, ça ne veut pas dire que ça monte tout le temps par en avant. Hein, on a vu, il a glissé un petit peu. Puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'on cherche des stratégies. Donc, moi, je vous présente des stratégies aujourd'hui. Fait que là, la stratégie a pris un chemin qui avait déjà des traces. Donc, c'est un chemin qui semblait vraiment favorable. Mais comme la vie n'est pas juste, parfois, on prend une chute. Puis ça peut être des problèmes de santé, ça peut être différentes choses, OK? Mais on se retrouve vraiment bas. Puis là, c'est qu'est-ce qu'on fait? La résilience, c'est de dire « je m'accroche ». Hein? Il a trouvé du dur, là. Il est sur le rocher, il est sur quelque chose de plus dur. Puis, il se dit, un pas à la fois, je vais juste continuer. Même si c'est pas facile, même si c'est loin, on n'abandonne pas. On continue d'être résilient, dans le fond. Puis, avec une maman ours en haut, qui dit, lâche pas, t'es capable, on va y arriver. Ça fait parfois toute la différence. Donc, peut-être que vous avez une maman ours, un leader ou un coach ou une personne qui vous inspire, mais vous pouvez être la maman ours de quelqu'un d'autre aussi. Donc, avec un peu de persévérance, on finit par y arriver. Puis, ça nous permet d'avancer vers des nouvelles aventures. Donc, la résilience, c'est le processus dynamique qui implique l'adaptation positive dans le contexte de l'adversité. Donc, on a de l'adversité, mais c'est d'être capable de s'adapter, puis de trouver des façons, puis de ne pas abandonner. Charles Darwin disait, ce n'est pas la plus forte, puis malheureusement, les intelligents, là, c'est pas la plus forte ni les plus intelligents des espèces qui vont survivre, mais celle qui sera la plus apte à changer ou à s'adapter. Okay? Puis c'est un peu ça, c'est vraiment favoriser l'adaptation de notre personnel. Comment notre personnel peut s'adapter à tout ce qui se présente, à cette réalité-là, à tous les défis qu'on rencontre. Donc l'adaptation, c'est ce qui va vraiment faire toute la différence. Si on rentre en mode résistance, c'est là qu'on finit par s'épuiser. Donc, plus on est positif, puis plus on est en mode adaptation, plus on a de chances que ça se passe bien. Donc, comment on peut s'adapter? Comment on peut supporter notre personnel dans l'adaptation? Donc, je vous ai juste mis un petit outil dans votre boîte à outils, là. C'est la présentation d'histoires à succès. Fait que, ce qu'on peut faire, là, c'est qu'aussitôt qu'il y a des petits succès, il faut les partager, il faut les dire, il faut les mettre en valeur pour justement montrer que, on y arrive. Puis même si c'est des petites victoires, puis c'est pas des grandes victoires, ça mobilise notre personnel, ça augmente l'énergie, puis ça met aussi en valeur le travail qui a été fait justement par ces gens-là. Donc c'est simple, mais de dire avant chaque réunion ou une fois par mois ou peu importe, là, on met en valeur des belles accomplissements qui ont été faits. Donc, c'est un petit outil qu'on peut facilement mettre en place. Si on parle de leadership, donc, moi, j'aime bien Simon Sinek, qui est un auteur américain, là, conférencier. Puis lui, il dit, le leadership, ce n'est pas d'être en charge, c'est de prendre soin de ceux sous notre charge. Si on prend soin de notre monde, là,
on va favoriser l'engagement. On va favoriser la confiance, en anglais le trust. Plus on prend soin de notre monde, plus ils vont travailler fort. Okay? Donc, c'est vraiment important peut-être d'aller dans cette direction-là, d'avoir un leadership humain, d'être caring envers les gens qui travaillent vraiment fort pour que ça puisse fonctionner. Juste, pouvez-vous me dire un leader qui est humain, un leader qui est caring, c'est quoi ses caractéristiques? OK? Fait que juste à voix haute comme ça, là, c'est quoi les caractéristiques d'un leader humain qu'on peut s'inspirer d'eux et dire, ben moi aussi, je vais être plus comme ça? Ce serait quoi les caractéristiques? Bienveillant. OK, empathique. Oui, c'est super bien. À l'écoute. Hein? Être à l'écoute. Puis être à l'écoute, ça ne veut pas juste dire être à l'écoute quand il parle. C'est être à l'écoute du non-verbal. Dire, hey, je trouve que tu as de l'air fatigué. Y a-tu de quoi qui ne va pas? T'sais, y a-tu de quoi que je peux faire pour t'aider? T'sais? Pas juste attendre qu'ils viennent cogner à notre porte. Y a-tu d'autres choses qui fait un leader qui est dans ce mode de fonctionnement-là, empathique ou humain? Support. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Comment on peut travailler en équipe? Positif. Hein? Il y a des leaders. J'ai une bonne question. Il y a une étude qui avait été faite. Quand on est un leader, c'est quoi le ratio de commentaires positifs versus critiques? C'est quoi le ratio entre combien de fois il faut que je dise de quoi de positif versus une fois de négatif pour que ça se balance? Avez-vous une idée? 10? 10 pour 1? Ça, c'est vraiment bon, si tu fais 10 pour 1. Le ratio, c'est 5. Donc, on doit dire 5 qualités ou 5 forces ou 5 bonnes choses pour une critique. Puis si on fait ça, ça va bien passer. Okay? Donc, juste garder, quand on dit être positif, là, ben, c'est un peu ça. Si c'est naturellement vous d'être positif, ben, vous allez peut-être en faire 10 pour 1. Donc, reconnaître les forces de nos employés. C'est quoi les forces? Mettre en valeur les forces. Ils n'ont peut-être pas des forces dans toutes, mais ils ont peut-être certaines forces qu'il faut mettre en valeur. Les grands leaders, là, ils expliquent leur pourquoi. Pourquoi on fait ce travail-là? C'est quoi le sens? C'est quoi la valeur? Pas juste pour la paye, ou pas juste pour cocher des boîtes. Qu'il y ait un sens plus grand. Mettre en valeur de « Hey, je sais que c'est difficile, mais garde pourquoi qu'on le fait. » Tu sais, d'aller chercher un peu ce sens-là qui apporte une plus grande valeur. Puis, les grands leaders, ils s'assurent qu'il y ait une sécurité psychologique au travail. Donc, que mes employés se sentent en sécurité. Ils ne se sentent pas intimidés, ils ne se sentent pas toujours critiqués ou ils ont peur de perdre leur emploi ou des choses comme ça. On essaie de créer un environnement où il n'y a pas trop de jugement, puis que c'est sécuritaire. Donc, au niveau de votre boîte à outils, comment être un leader bienveillant, j'ai marqué prendre un moment pour s'informer de chaque employé. Donc, moi, quand je travaillais au centre de santé mentale, ma boss, mon patron, quand elle arrivait le matin, elle faisait le tour des bureaux. Elle allait juste dire « Ah, allô, ça va, t'as passé une belle journée hier. » Puis elle prenait un petit moment juste pour connecter avec les employés. C'est simple, mais c'est une bonne pratique. C'est-à-dire, je prends un moment juste pour connecter, juste pour voir comment tu vas. Fait qu'on apprend à connaître nos employés, puis nos employés commencent, ils voient qu'on care aussi pour eux. Donc, prendre le temps, en d'autres mots, c'est mon conseil là, pour votre boîte à outils. Donc, on a parlé d'être positif. Donc, la prochaine section, c'est « Rester positif, votre attitude est déterminante ». Vous savez, on a toujours deux choix. Devant chaque situation, on a le choix d'être positif, puis de le voir sous cet angle-là, ou le choix de tomber dans le négatif, puis de réagir de cette façon-là. Donc, ça vous appartient, ce choix-là.
On en est responsable. Vous avez peut-être déjà vu ça dans votre frigo, à un moment donné que vous étiez pressé puis qu'on n'avait pas le temps. C'est un effet de contamination, puis ça va dans les deux sens. C'est-à-dire, si je suis négatif puis je suis critique, je vais contaminer les gens qui m'entourent. Mais l'inverse est aussi vrai. Si je suis positif puis je suis dans cette attitude-là de résilience, de motivation, je vais aussi contaminer mon équipe. Okay? Donc, je vous encourage à faire ce choix-là, d'essayer d'être le plus souvent possible. Puis c'est comme ça que notre atmosphère de travail, puis même si c'est difficile, là, notre atmosphère, notre environnement va se porter bien et notre santé mentale aussi. Donc, est-ce que le fait d'être positif permet de nous éviter toutes les épreuves? Non. Je peux être le plus positif, il va se présenter quand même des épreuves, puis parfois des épreuves que je me dis, oh les, comment est-ce qu'on va faire pour surmonter ça? Je suis tout petit, puis le système ou le problème est vraiment gros, comment je peux faire pour y arriver? Okay? Mais le fait d'être positif, ça va nous aider à trouver les solutions, ça va nous aider à figurer les choses, puis surtout à ne pas abandonner. Est-ce que la vie est juste? La vie n'est pas juste, hein? Pas de vélo, pas de natation, puis pas de chien. Ça change un peu ses plans dans la journée. Mais la vie n'est pas juste. Puis plus on accepte ça rapidement, mieux on peut faire face à la vie. Parce que on va être continuellement confronté à ça. Est-ce que vous suivez les Olympiques un peu, là, à ce moment-ci, là, hein, levant la main, y en a-tu qui suivent les Olympiques? Qui aiment bien ça, de regarder un petit peu? Bien, en 92, en Barcelone, il est arrivé quelque chose d'assez spectaculaire qui m'a marqué, puis j'espère qu'il va vous rester dans votre mémoire aussi. C'est Derek Redmond, qui était un favori pour gagner une course. Puis on va mettre la vidéo, puis je vous laisse la regarder, on pourra en jaser un peu après.
you cannot fail. When you don't give up, you cannot fail. Ce vidéo-là, il me rejoint beaucoup, puis je le vois aussi là, par rapport à la santé psychologique. Parfois, là, tout va bien dans notre vie. Hein? On a atteint nos objectifs, on a l'impression qu'on a notre travail, on a notre petite famille, puis tout se passe comme sur des roulettes. Puis du jour au lendemain, bang, on s'effondre. Ça peut être une séparation, ça peut être le décès d'une personne qu'on aime, ça peut être la maladie, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être... Mais il y a quelque chose qui nous arrive, puis on se sent un peu comme des wrecks, on s'effondre au sol, on pleure, on a mal. On a toujours deux choix. On peut rester là à pleurer, ou on peut faire comme des wrecks, puis se relever, puis même si ça fait mal, un pas à la fois, avancer. Ce qui est beau dans cette vidéo-là, c'est qu'il accepte de l'aide. Dans ce cas-ci, c'est son père. Pas toujours facile d'accepter de l'aide. Je travaille avec des entreprises, je travaille avec des gens, puis les gens sont hésitants à demander de l'aide. Mais le fait d'accepter de l'aide, ça peut faire toute la différence. Ça nous donne l'espoir, ça nous aide à continuer d'avancer. Ça peut être un voisin, ça peut être un collègue de travail. À l'inverse, ça peut être vous qui offrez de l'aide à quelqu'un. Mais ça nous permet d'avancer vers la ligne d'arrivée. Puis à un moment donné, on voit la ligne, puis on se dit « Ah, ben je vais être capable finalement. » Puis on est capable de traverser la ligne, puis on voit qu'après la ligne, il y a d'autres choses. Que peu importe le défi qu'on a rencontré, peu importe la peine qu'on a vécue, il y a d'autres choses par après. Donc les gens qui souvent vont penser au suicide, ils vont se sentir un peu comme ça. Puis il faut qu'ils se rendent à la ligne. Il faut les aider à se rendre à la ligne parce qu'après la ligne, il y a toute une vie qui les attend. Okay? Fait que c'était surtout pour faire un clin d'œil justement à la santé mentale. Puis c'est une vidéo, je pense qu'on arrive à bien se souvenir d'eux. Nos attentes par rapport à la vie. Souvent, on est dans la case d'en haut. Hein? On a des attentes que ça va se passer de telle façon. Mais la vie, elle ne répond pas toujours à nos attentes. Puis souvent, la majorité du temps, ça se passe comme en bas. Fait que c'est la même chose dans votre travail. Vous avez peut-être des objectifs de réaliser telle chose ou d'aider telle personne à réaliser telle chose. Puis en cours de route, il va se passer plein de choses. Le plus vite on accepte que la vie est comme ça, plus on va être résilient, parce qu'à chaque fois qu'on va avoir un obstacle, on va dire, c'est normal, ça fait partie du processus. Au lieu d'être ébranlé ou d'être découragé ou frustré. Votre attitude prend racine dans votre dialogue interne. Ce qu'on se dit dans notre tête, là, c'est hyper important. Comment vous pensez qu'on a de pensées par jour? Y a-t-il des gens qui peuvent donner un chiffre? Combien de pensées par jour? 200? 500? 1000? 70 000 si le café sortait ou quelque chose. Mais non, il y a des études scientifiques là, avec l'imagerie cérébrale. Dans les années 2000, on était capable de voir les connexions dans notre cerveau, que quand on a une pensée, on voit la connexion se produire. Donc, on était capable d'extrapoler un peu dans une journée. Puis, on dit qu'on a 3200 pensées en moyenne par jour. Qu'est-ce qui arrive si 80% de ces pensées-là sont négatives? Si 80% des 3200 pensées sont négatives, ça affecte nos émotions, ça affecte notre existence, ça affecte notre physique. Donc, le fait de penser positif ou le fait d'avoir un discours intérieur positif, ça peut faire vraiment une grosse différence sur notre santé psychologique. Évidemment, on a tous des blocages, on a tous des peurs, on a tous des pensées limitantes. Ça ne va pas marcher, je ne serai pas capable, peu importe. On a des pensées comme ça. Mais Jim Rohn nous dit, si tu veux vraiment faire quelque chose, tu vas trouver une façon. Si tu ne veux pas vraiment, tu vas trouver une excuse. C'est vrai. Hein? Comment souvent qu'on est coincé dans nos excuses? Hein? Donc, il faut trouver les façons. Il faut être proactif. Il faut
faut être centré sur les solutions. Henry Ford a dit, si tu crois que tu en es capable, ou si tu crois que tu en es incapable, dans les deux cas, tu as raison. Nos croyances vont façonner notre réalité. Donc, ce qu'on croit, ça va faire une différence dans ce qu'on réalise. Donc, moi, j'aime bien cette image-là, de dire, ici, c'est notre zone de confort, mais là, c'est où la magie se produit. Donc, de sortir de notre zone de confort. Okay? Donc, pour la prochaine activité, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un dans la salle qui est assez courageux, là, mais j'aurais besoin d'un volontaire. Un volontaire là, qui est extrêmement courageux. Okay? J'ai une boîte. Il y a quelque chose à l'intérieur. Donc, je vais demander à cette personne-là, à l'aveugle, de mettre la main dans la boîte, mais vous ne savez pas. La seule chose que je vous dis, ça prend beaucoup de courage. Okay? J'ai cette madame-là en orange là, qui a levé la main en premier. On l'applaudit parce que je peux vous dire qu'elle est courageuse. Vous pouvez venir à l'avant. Merci. I speak English. English, no problem. What's your name? Cody. Akodi. Yeah, my pronouns are they, them. They, them? Yes. All right. Thank you. Very courageous. I have a waiver, but I forgot it in the room. So trust me? Yes. Okay. Okay, so what I'll ask you to do, without looking, you're going to put your hand in it. Sure. Be careful. When you get to the bottom, be careful. When you get to the bottom, took what's there, bring it out. Okay. But just be cautious, okay? She's very courageous. Okay, what's in there, you could keep. Okay. Okay? Okay. So let me take your mic. Look what's in it. It's yours. Thank you. Okay. I'll just keep the box for the next presentation. But you can keep the $50. The only thing I ask you, Sure. I would really like you use it to do something that's going to be good for your health. Okay. Okay, so whatever, for your mental health, physical health, whatever, try to use it for something that's going to boost your energy. Yesterday I wanted to go to the Trident Cafe, Okay. but I didn't want to spend my money. But now I have like free money, so I can go. Thank you very much. Thank you. Alors, la morale de cette histoire, quand on ose, on sait jamais, le fait d'oser, ça aurait pu être bien d'autres choses. Mais le fait d'oser, ça crée une opportunité. On a peut-être l'opportunité de découvrir quelque chose de très bien. Okay? Donc, c'est un peu pour illustrer ça. Je vous ai dit que je croyais dans les deuxièmes chances. Donc, y aurait-il un autre volontaire? Non, sérieusement. Okay? Donc, si vous souhaiteriez avoir un 50 $ pour faire quelque chose pour votre mieux-être, je vous demande juste une chose. Envoyez un courriel à claudebeaulieu@imagigo.ca, puis dites-moi, Claude, avec le 50 $, j'aimerais faire telle activité. Okay? Donc, demain, j'aurai tout reçu. Je vais faire un tirage. Donc, je vous enverrai par e-transfer à votre courriel le 50 $. Okay? Donc, vous voulez courir la chance? C'est très simple, juste m'envoyer un peu ce que vous aimeriez faire, puis ça va être au hasard, là, mais c'est quand même intéressant de voir un peu ce que les gens veulent faire pour leur mieux-être, puis ça vous fait réfléchir aussi en même temps à quelque chose, ça va me faire plaisir de vous envoyer un 50 $.
OK. Donc, j'aimerais juste prendre une minute. Puis, la réflexion que je veux que vous fassiez, c'est qu'est-ce que moi je peux faire pour avoir une attitude positive. Donc, qu'est-ce que moi je peux faire, ça c'est personnel à vous, là, mais qu'est-ce que je pourrais faire là, dans la prochaine semaine, dans le prochain mois, pour favoriser une meilleure attitude, dans le fond. Donc, je vous donne juste un petit 45 secondes, écrivez dans votre boîte à outils, qu'est-ce que vous pourriez faire pour favoriser votre mieux-être psychologique ou votre attitude. Ça commence à rentrer. OK. On a dit qu'on commençait avec le focus puis qu'on allait finir avec le focus. Donc, on va finir avec une petite histoire, encore une fois comme une analogie, mais qui parle du focus. OK? Donc, en levant la main, y en a-tu dans la salle qui ont déjà fait du parachute? Ah oui? Une personne qui a sorti de sa zone de confort, une autre personne là. Donc, on a trois personnes dans la salle qui ont déjà fait du parachute. Donc, je vous raconte mon aventure en parachute. OK? Donc, après mes études universitaires, j'ai décidé d'aller dans l'Ouest canadien pour faire des activités là, un peu plus d'adrénaline, donc du vélo de montagne, de la randonnée pédestre et un saut en parachute. Donc là, j'avais décidé de faire un saut en parachute en solo. Donc, pas de guide à l'arrière de moi, là, vraiment sauter toute seule. Puis pour sauter toute seule, on a une demi-journée de formation. OK? Donc là, on se présente à la demi-journée de formation, puis là, l'instructeur nous raconte un petit peu le déroulement, le fonctionnement, les consignes de sécurité, puis il nous dit quoi faire si jamais notre parachute n'ouvre pas. Non, c'est pas vrai. Mais il nous dit quoi faire si notre parachute, il s'entremêle. Quoi faire si on a des problèmes, là. Puis, à un moment donné, pendant la formation, il a dit, en anglais, il dit « If something goes wrong, don't look where you don't want to go. » S'il y a quelque chose qui se passe, qui est pas... Regarde pas où tu veux pas aller. Okay? Donc, si tu vois un poteau de téléphone, regarde pas le poteau de téléphone. Si tu vois des fils électriques, si tu vois de l'eau, regarde pas l'eau. Regarde pas où tu veux pas aller. Puis, pour une raison ou pour une autre, ça m'avait resté ça dans mon esprit. Okay? Donc là, l'avant-midi se termine, on dîne, là, ils nous apportent dans une fosse avion. Là, on embarque dans la fosse avion, puis on pratique notre saut. Puis là, on embarque dans la vraie avion. Puis là, on est tous cordés comme des sardines. On est environ 7 à la queue leu-leu. Puis là, l'avion monte. Puis quand on arrive en haut, au sol, il y a un gros bullseye. L'objectif, c'est d'atterrir sur le bullseye. Okay? Donc là, le premier qui est en avant, son tour vient, mais la peur le prend, il décide de ne pas sauter. Mais parce qu'on est à la queue leu-leu, si lui ne saute pas, moi, je ne saute pas. Ça fait qu'on l'a pogné, on l'a tiré au en bas. Non, c'est pas vrai. Éventuellement, il a décidé de sauter. Donc là, l'avion fait un autre tour. Là, vient mon tour. Okay? Puis là, je vous illustre un peu à quoi ça ressemble. Donc là, la porte est ouverte. Il y a le bras de l'avion. Donc là, tu mets tes deux mains sur le bras de l'avion. Là, tes pieds font comme ça dans le vent. Puis tu regardes l'instructeur. Puis quand l'instructeur dit « go », on doit lâcher. Okay? La première fois qu'il a dit « go », je l'ai fait comme si je ne l'avais pas entendu. Puis là, il a continué d'avancer. La deuxième fois qu'il a dit go, il était comme plus malin un petit peu. Là. Fait que là j'ai lâché. Puis quand j'ai repris connaissance, j'étais déjà rendu plus bas. On devait compter bateau 1, bateau 2, bateau 3, par bateau 10, ouvrir notre parachute. Mais je ne savais plus quel bateau que j'étais rendu. J'ai juste ouvert mon parachute.
Puis là, c'était super beau, c'était super calme. Là, il y avait une petite madame qui me parlait dans l'oreille. Puis elle disait, OK, turn left, turn right, turn left. Mais curieusement, je l'écoutais, je faisais ce qu'elle me disait, mais j'allais pas vers le bullseye. Puis j'entends à un moment donné, elle dit, Holy shit! I'm sending you in the wrong field. We're going to lose communication, find a place to land. Donc, pour une raison ou pour une autre, elle ne m'envoyait pas à la bonne endroit. Puis là, elle dit, OK, figure it out. OK? À quoi j'ai pensé? Qu'est-ce qui a été mon premier réflexe? Regarde pas, c'est bizarre, mais c'est ça qui m'est venu à l'idée. Regarde pas où tu ne veux pas aller. Puis je regarde en bas, il y avait une grande tranchée d'eau. OK? J'ai regardé l'autre bord de la tranchée. Je suis atterri à merveille. Ils sont venus me chercher avec l'avion. OK? La morale de l'histoire, c'est que si on met toutes nos énergies ou on focus sur ce qu'on ne veut pas, c'est exactement ça qu'on va obtenir. OK? Donc, si on focus sur tout le négatif au travail, si on focus sur tout ce qui ne fait pas notre affaire, si on focus sur toutes ces choses-là, on va continuellement vivre ça. Mais si on se concentre sur les solutions, si on se concentre sur où on veut aller, si on se concentre sur nos objectifs, ça peut vraiment faire un peu toute la différence dans qu'est-ce qui va se passer pour nous. Okay? Donc, c'est juste une analogie, mais pour vous expliquer l'importance justement du focus. Puis, dans votre boîte à outils, dans le fond, je vous dis, focussez sur les forces. Focussez sur les forces de vos employés, pas juste sur peut-être certaines choses qui ont des défis avec. Fait en ayant cette optique-là de dire, ben oui, tu as peut-être des défis, mais tu as aussi des forces, ça peut faire aussi une différence dans ce qu'on va vivre. Donc, ça complète un petit peu la présentation. J'espère que ces 6 stratégies-là, il y a des petites choses concrètes que vous allez pouvoir rapporter à la maison qui vont pouvoir vous aider. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres besoins de conférences ou peu importe. Il me reste 9 minutes, laisser la place justement aux questions. Donc, si vous avez des questions spécifiques, ça me fera plaisir d'essayer d'y répondre, puis de venir un peu là, compléter cette présentation-là. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions qui touchent un peu ce qu'on a vu aujourd'hui? J'aimerais savoir ce que vous faites, vous, en tant que psychologue, pour vider votre tasse de café. Moi, je pratique la course. Puis, je vous donne un bon exemple. À un moment donné, mon père a souffert d'un cancer. Puis, le sport a été vraiment ma bouée de sauvetage parce que j'ai fait des épreuves vélo pour lever des sous pour le cancer. Puis, quand j'allais courir, ça me permettait de mieux gérer cette réalité-là qui était émotionnellement difficile. Donc, pour moi, ça a été ça. C'est peut-être pas la même chose pour tout le monde, mais c'est peut-être une façon pour certaines personnes là, de canaliser ou de gérer ces émotions-là. Donc, vous direz l'activité physique de façon générale. L'activité physique de façon générale. Merci. J'aimerais simplement rappeler aux gens qu'il est également possible de poser vos questions via Slido. Alors, devant les écrans, vous allez voir un code QR qui affiche le code. Pour poser vos questions sur Slido, vous pouvez poser la question dans la langue de votre choix. Merci. Deux, trois personnes. So, how do you manage anxiety? Like, how is the best way to manage anxiety? Anxiety, there's like two pathways. There's the physiological pathways, so le chemin physique.
puis tu as le chemin psychologique. So, psychological pathways. So, the physical pathways is really with breathing. Breathing is one of the really good ways. Okay? So, la respiration profonde. Donc, quand notre système nerveux est activé, il faut lui donner une pause. Puis, une bonne façon de donner une pause, c'est en faisant des respirations profondes. Ce que ça vient faire, ça vient activer la réponse de calme. Donc, si on fait cet exercice-là de façon répétitive, au moins on donne une pause à notre système nerveux. Okay? Tout ce qui est yoga, tout ce qui est activité physique même, ça va libérer des endorphines. C'est des choses que physiquement, ça nous permet de calmer notre niveau d'anxiété. Okay? Le sommeil est aussi quelque chose qui va avoir un impact physiologique. Donc, si on ne dort pas plusieurs nuits, on va être plus anxieux. Okay? Pour les hommes, des fois, la méditation ou la respiration, c'est quelque chose qui est moins vendeur. Mais moi, j'ai des hommes que leur méditation, c'est d'aller à la pêche. Donc, ils sont dans la nature, c'est calme. Seule chose qu'ils font. Donc, ça peut être de l'art, la peinture, ça peut être un puzzle, mais c'est d'avoir une pause qui permet à notre système nerveux de relâcher. Donc, ça, c'est physiologique. Au niveau psychologique, c'est vraiment de venir gérer les pensées négatives. Okay? Donc, le fait de parler à quelqu'un, des fois, ça nous donne une autre perspective. Donc, j'ai des gens anxieux que dès qu'ils parlent à leur mère ou qu'ils parlent à leur conjoint ou peu importe, « Ah, j'avais pas vu ça de même. » Donc là, ça permet de calmer, dans le fond, le système nerveux. Mais l'autogestion de nos pensées, c'est aussi l'autre approche. Donc, de s'éduquer sur, on appelle ça la reformulation cognitive, c'est de dire, je prends une pensée négative, puis j'essaye de trouver une pensée un peu plus positive ou réaliste. Donc, c'est une façon de venir gérer cette anxiété-là. Je ne sais pas si ça répond. Claude, on a quelques questions sur Slido, oui. And they're all in English, so let's go with the first one. How would you recommend talking to newcomer parents' kids who have questions about the recent school shooting? Je pense que les enfants, il ne faut pas minimiser leur capacité de résilience, puis il ne faut pas avoir peur d'ouvrir les discussions. Donc, surtout si c'est eux qui ouvrent cette porte-là, il faut rentrer dans la porte, comme je dis. Ça fait partie d'une triste réalité. C'est des opportunités de discussion. Puis peut-être d'ouvrir la porte sur la santé mentale, d'ouvrir la porte sur quand on vit de la détresse ou quand on vit des choses, si on vit de l'intimidation ou des choses comme ça, c'est quoi les pistes de solution, comment l'adresser. Donc, utiliser cette discussion-là pour venir favoriser un développement ou un avancement ou des outils. Donc, je dirais qu'il faut aborder le sujet, puis essayer de l'aborder au niveau de l'âge de l'enfant. Donc, peut-être pas parler comme un adulte si ce n'est pas un adulte, mais d'avoir ce genre de discussion-là. Next up, Claude, we'll take that one as well. How do you navigate a situation where you want to implement these strategies, but leadership does not support them or create space for open dialogue around them? Ça prend de la résilience. Donc, ça fait partie des fois des réalités qu'on a. Je travaille avec une industrie présentement où le leadership est vraiment centré sur les chiffres et non sur les ressources humaines. Donc, c'est vraiment pas facile pour les employés, mais il faut être résilient. Puis souvent, c'est dans des micro-groupes. Donc, on n'a pas beaucoup le support du head leadership, mais entre nous, on va se supporter ou on va être résilient ensemble. Donc, des fois, c'est la meilleure façon de survivre ou, dans le fond, de réussir à mieux gérer ça, de se supporter entre nous. C'est un peu malheureux, mais oui, ça se produit qu'on ait un leadership que le focus est peut-être pas toujours à la bonne place. And we'll take two other questions to end this session today. How would you handle difficult conversations with employees surrounding challenges in performance while still being encouraging? Plus les employés vont avoir confiance en vous,
plus ils vont être capables de prendre la critique. Donc, building trust is a really big thing. And it's not nothing you can buy, c'est pas de quoi que tu peux acheter, c'est de quoi qui se bâtit puis qui se crée, cette relation de confiance-là. Donc, d'avoir une bonne relation de confiance, c'est plus facile. Puis on a mentionné tantôt, 5 positifs pour un négatif. Donc, de ne pas avoir peur là, de pas juste... Parce que des fois, il y en a qui parlent de la sandwich, là, un positif, un négatif, un positif. Mais les employés savent c'est quoi la stratégie, puis ça ne marche pas vraiment. T'sais. Fait que l'idée, c'est sur une base quotidienne de essayer de favoriser les forces. Puis quand il y a un négatif, c'est plus facile de l'aborder. Il me reste 1 minute 25, peut-être une dernière. And the last question we'll take, I like this one actually. Sometimes we have the courage to face the challenges, but in return the results are scary. It's not always $50 cash. That's why I liked it. How do you cope with that? But in return the results are scary. OK. I would say, the attitude is, embrace fear. Because courage is not the absence of fear, is having fear and still go forward. Okay? So you need to dig deep down and believe in your abilities and just face the challenge that is there. And that's called courage. So that would be my answer. Let's give a big round of applause to our keynote speaker, Claude Beaulieu. Thank you, and I wish the best end of la meilleure fin de session pour vous aujourd'hui.